Emilia à travers la masterclass de la transformation digitale du marketing grâce à l'intelligence artificielle qui vont être présentées par Charlotte, Baptiste, Valérie, Alex et moi-même. Bonjour. Mais avant de démarrer, je vous invite à prendre le code Klaxoon. Et avant d'entamer ces festivités, Marc et Emilia ont un petit mot à vous dire. Les aléas du direct. On se rencontre enfin après toutes vos questions sur le voicebot. Vous m'avez donné du fil à retordre. Je suis une intelligence artificielle. Vous entendez beaucoup parler de moi, mais savez-vous ce que je représente pour Marc? T'as fini de parler de toi, Mia? Oh, salut chérie! Aujourd'hui, c'est le grand jour. Pas trop stressé? Oh non, tu me connais, Mia. Je sais gérer le stress. Je te rappelle que je suis marketeur. Le stress est mon quotidien. Mais quand tu es à mes côtés, je sais que tu es toujours là pour m'épauler et comme ça, je peux me concentrer sur les choses les plus importantes. Oh, c'est trop mignon! Tu sais que je serai toujours là pour toi, pour te simplifier la vie. Mais attends, est-ce qu'ils sont au courant qu'aujourd'hui c'est notre mariage? Dites, vous êtes au courant? Bah oui. Bon, on va quand même faire un petit rappel. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est l'officialisation de l'année du marketing avec l'intelligence artificielle. Marie, Charlotte, Valérie, Baptiste et Alex sont nos témoins de mariage. Ils font partie de ceux qui pensent que notre alliance est une révolution dans mon travail de marketeur. Et ouais, durant cette masterclass, ils vont vous retracer notre histoire amoureuse. Parce que, Marc, soyons honnêtes, le travail c'était un peu plus compliqué sans moi, non? On va découvrir ça tout de suite. À vos klaxons, le premier code et c'est parti! Je vous laisse connecter sur le klaxon pour répondre aux questions. On ne dit pas qu'on est anti-miracle. Et on recharge. Recharge la page. On va faire le petit brief des réponses aux questions qui vous avaient été posées. Donc la première question, les premières formes d'intelligence artificielle, c'était dans la Grèce antique avec le dieu Héphaïstos, qui est le dieu du feu et de la forge. Il avait la capacité de donner vie à ses créations qu'on appelait des automates. Donc, des automates, ce sont des machines qui sont capables de se mouvoir par elles-mêmes et d'imiter l'humain. Certains même à l'époque pensaient Certains pensaient qu'à l'époque, il avait même mis des esprits à l'intérieur de ces automates tellement ça arrivait à imiter l'humain. Donc c'était la première forme d'objet qui arrivait à imiter l'humain. Ensuite, la seconde question, c'était quand est-ce que l'intelligence artificielle a été reconnue comme un domaine scientifique, et c'était en 1946, C'était en 1956, lors d'une conférence au Dartmouth College. La troisième question, c'était... Ah oui, quelle est la première intelligence artificielle qui a battu un humain au jeu d'échecs? Et c'était Deep Blue d'IBM. Ça a eu lieu le 11 mai 1997, où il a joué 2 matchs de 6 parties contre le champion du monde, Garry Kasparov. Et
pour finir, quelle est l'intelligence artificielle qui a gagné 1,8 million de dollars en jouant au poker? Et c'était donc LibreActus en janvier 2017 qui a joué plus de 120 000 mains au poker contre des professionnels de ce jeu et les a battus individuellement et collectivement et en tout remporté 1,8 million de dollars. Donc si vous n'avez pas sous-développé une un peu que ça rapporte. Ensuite, intéressons-nous à l'histoire du marketing. Merci. Alors, il faut savoir que le terme marketing est né dans les années 1950 aux États-Unis. On va quitter ce qu'on appelle l'ère de la vente et l'ère de la production et on parle alors de marketing. Le marché, c'est un milieu très peu concurrentiel. Les produits, ils se vendent vraiment d'eux-mêmes. De 1950 à 1970, on va vraiment être sur un focus produit. On ne va pas s'intéresser aux clients, on va vraiment mettre en avant le produit. Et à partir des années 70, jusqu'aux années 90, on va commencer un petit peu à s'intéresser à ce que le client a à nous dire. Pendant ces années, on va voir des concepts apparaître comme celui des 4P, de marketing mix, de positionnement ou encore d'insight. À partir des... Tu vas découvrir juste après. À partir des années 2000, on va passer au marketing 2.0. On est sur un focus consommateur. On va s'intéresser à ce qu'ils ont à nous dire et on va adapter notre stratégie. On va voir apparaître les réseaux sociaux, les forums, et ça va nous permettre d'avoir des interactions avec nos clients. Et donc, du coup, on va favoriser une relation one-to-one. À partir des années 2010, on va passer au marketing 3.0. Il se reconnaît parce qu'il est human-centric, on est centré sur l'humain. On a l'avènement les technologies, elles vont de plus en plus vite. On peut aller de plus en plus loin dans nos interactions avec le public. Et puis Philippe Kotler, je vous ai tweeté le marketing 3.0 Philippe Kotler. Et Philippe Kotler, à partir des années 2010, il va nous parler de marketing 4.0. On va être sur l'hyper-personnalisation. On va voir le consommateur dans son ensemble. On va pouvoir, grâce aux réseaux sociaux, prendre en compte par exemple sa famille, ses amis, et on va pouvoir aller plus loin dans les interactions. Mais avant de passer aux choses sérieuses, on va vous présenter le chaîne de valeur de Donc au niveau de la chaîne de valeur, d'abord nous parlerons de la partie ressources humaines, car les métiers évoluent. Ensuite, nous verrons comment l'intelligence artificielle impacte toutes les étapes du marketing, en commençant par la partie recherche, en passant par l'acquisition, la conversion, pour finir par la fidélisation. Ensuite, nous aborderons la partie juridique avec le RGPD et la partie recherche-développement. Vous allez découvrir donc, comment l'IA faible va générer de la valeur ajoutée grâce au duo marketing, c'est-à-dire marketing et de l'IA. Alors, c'est bien beau, Valérie, de vouloir intégrer l'IA au sein du métier du marketeur, mais concrètement, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette nouvelle technologie dans leur métier? L'entreprise Golem.ai a mené l'enquête auprès de... Quoi? Golem.ai a mené l'enquête auprès de 100 000 marketeurs en 2018 pour connaître leur avis sur la question. Et la première question qui leur avait été posée, c'était leur connaissance en termes d'IA. On a pu constater que 30% d'entre eux considéraient qu'ils avaient de très bonnes connaissances en termes d'IA, mais aussi 30% d'entre eux qui n'en avaient quasiment pas ou pas du tout. 74% d'entre eux expliquent que c'est un sujet qui est couramment abordé actuellement dans leur métier, contre seulement 14% d'entre eux qui n'en parlent pas souvent. On constate que l'IA est vraiment un sujet abordé aujourd'hui par les marketeurs, mais en termes de connaissances, il y a beaucoup de choses à étayer parce qu'elles sont assez disparates. Et concrètement, comment eux perçoivent l'intelligence artificielle? Il y a plutôt une dimension positive. 71% d'entre eux pensent qu'ils vont être beaucoup plus performants et beaucoup plus fiables. Mais aussi, ça leur permettra de créer de nouveaux services ou encore de nouveaux produits. Et aussi, ça va leur permettre d'accomplir des tâches beaucoup plus intéressantes dans leur métier. Mais dans cette dimension positive, il y a aussi un aspect négatif, parce que 25% d'entre eux pensent que ça risque de déshumaniser la relation qu'ils peuvent entretenir avec les prospects et les clients. Et pour finir, l'intelligence artificielle va aussi être un partenaire bien-être pour eux. Et c'est Mohamed Dimassi, le directeur de Focus.ai, qui va nous expliquer tout ça. Il y a aujourd'hui, sur la technologie, c'est le débarrasser des collaborateurs de tâches.
et leur permettre de se focaliser sur les tâches clés. Aujourd'hui, on estime à peu près 65% du temps d'un collaborateur dans des tâches administratives, ce qui est énorme. Donc, vous imaginez demain, vos collaborateurs sont beaucoup plus productifs, le risque de burn-out est complètement diminué, puisqu'ils font moins d'erreurs, des choses comme ça. On va pousser de plus en plus le collaborateur vers des tâches intelligentes qui lui permettent de s'épanouir et d'aller de mieux en mieux dans l'entreprise. Tout ça sera un gain réel pour l'entreprise, significatif, et qui vont faire avancer, en tout cas, le commerce, le marketing du futur. Vous l'avez bien vu à première vue, l'IA et le marketeur ont un bel avenir ensemble. C'est vrai que Mia a changé beaucoup de choses dans mon métier. Elle a même bouleversé mes fondamentaux qui ont dû s'adapter. Tu l'as dit, Marc. Alors, en 1964, Neil Gordon va écrire un article qui s'intitule « Les concepts du marketing mixte », dans lequel il va parler de 12 canaux qu'il faudra intégrer à sa stratégie, qui vont nous permettre d'analyser le marché et qu'on va intégrer dans notre stratégie marketing pour pouvoir vendre plus. Philippe Kotler, il les vulgarisera. Jérôme Marcati, il va les synthétiser sur la forme des 4 P, et Philippe Kotler les vulgarisera. Et voici un peu les fameux 4 P. Et alors ça, c'était très bien adapté pour un marketing 1.0 sur lequel on était focus produit. Mais quand on est passé au marketing 2.0, on a bien dû s'adapter et on voit apparaître un 5e P, celui de personnel, de people. On intègre réellement le consommateur dans notre stratégie. Et au fur et à mesure, marketing 3.0, on voit apparaître 2 nouveaux items, processus pour le parcours client, on va intégrer de A à Z, et ensuite preuve physique, parce qu'aujourd'hui, dans un milieu très concurrentiel, nos consommateurs ils se renseignent avant d'acheter, donc du coup, on doit leur apporter des preuves tangibles, à travers par exemple des statistiques ou encore des témoignages d'anciens clients. Et à l'heure du marketing 4.0, on passe des 4 P au 10 P, avec le 8e P de engagement, avec les réseaux sociaux, les buzz. Il faut intégrer ça dans notre stratégie parce que ça fait évoluer notre marché. Le 9e P, de partnership, c'est quand 2 entreprises elles vont s'associer l'une à l'autre pour pouvoir profiter de la bonne réputation de l'une et de l'autre. On voit par exemple H&M qui le fait avec des créateurs de mode. Et pour finir, le plan PLCO, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir se différencier, il faut interpeller le client et du coup, il faut être originel. Philippe Kotler, il va beaucoup plus loin que tout ça. Il parle aujourd'hui des 5 A. On n'est plus dans un processus d'achat de j'aime, je connais, j'achète, je rachète. On est dans un processus de je connais, j'aime, je suis convaincue, j'achète et je recommande. Ainsi, la fidélité, elle ne se traduit plus par le rachat, mais vraiment par le fait que nos clients qui vont recommander notre marque, ils vont devenir un petit peu fans. Alors, Klaxoon. Excuse-moi, tu peux juste revenir. Dis-moi. Alors, question Klaxoon, à partir de quoi est basée une stratégie marketing? Effectivement, la stratégie marketing est basée à partir des études de marché. Alors, c'est en 1929 qu'on va voir apparaître la première étude de marché aux États-Unis et ça se démocratisera réellement après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 40, on a un gros développement qui est fait au niveau de la sociologie, de la psychologie, des sciences économiques et ça nous permet d'avoir des analyses multivariées. Dans les années 50, marketing 1.0, focus produit, on va surtout s'intéresser à des analyses du produit et un petit peu du consommateur. Dans les années 80, on va intégrer l'outil informatique pour pouvoir traiter la donnée et on va plutôt axer nos études de marché sur la concurrence. Et on va développer des nouveaux processus comme par exemple l'entretien qualitatif individuel.
Pour finir, dans les années 90, ça va être des études de marché très stratégiques. On va avoir des tests de concept, on va essayer de savoir de se positionner, d'avoir des études sur nos gammes de produits. Je vous ai mis 3 acteurs des études de marché. Alors ça, c'était avant l'IA. Et aujourd'hui, et moi, quand je mets mon nez dans les études de marché, ça donne quoi? Et dans un premier temps, l'IA, elle va permettre d'éliminer tous les préjugés humains inconscients en traitant la data sur le même pied d'égalité. C'est une data simple. Dans un second temps, elle va nous permettre d'analyser Dans un second temps, elle va nous permettre d'analyser les réponses en langage naturel sur les différents canaux et je vais finir de vous l'expliquer. En effet, j'explore des millions de mots et j'en tire des enseignements sur les avis, les sentiments, les attentes des clients grâce à une puissance d'analyse textuelle. Merci Mia. Et l'IA, elle permet aussi de poser des questions complémentaires. On crée un algorithme sous forme conversationnelle qui va pouvoir poser des questions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Cet algorithme, il apprend des conversations précédentes et ça va nous permettre de toucher beaucoup plus loin notre relation client parce qu'on va avoir des informations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Mais du temps de marque, on amassait déjà pas mal de données. Et aujourd'hui, l'IA, elle aide à dégager des valeurs de ces données dites opérationnelles, aux data, que certains professionnels pourraient avoir écartées comme étant de l'histoire ancienne, mais qu'il est possible de combiner à ses propres données d'expérience, le X-Data, afin d'en tirer de précieux enseignements. Merci Mia. Ça va nous permettre aussi d'avoir un panel plus pertinent. On se rappelle les époques d'avant, on n'était pas du tout sur un panel qualitatif, encore moins représentatif. Et aujourd'hui, l'IA, elle va pouvoir traiter un panel beaucoup plus vaste, en éliminer les personnes qui ne correspondent pas à nos critères, et ça va nous permettre d'avoir une présélection optimisée des candidats potentiels à notre étude. L'IA, elle nous permet aussi de gagner du temps dans la rédaction des rapports d'études. Un algorithme peut tout simplement apprendre à faire certaines suppositions et à établir des jugements à propos de ces données, puis générer un rapport. Ça fait gagner beaucoup de temps à Marc. Merci Mia. Et pour finir, l'intelligence artificielle nous permet de révéler des tendances. Elle va pouvoir traiter en quelques secondes des mines de documents et parmi ces données, on va pouvoir relever des thèmes ou encore des tendances. Mais cette idée de faire ressortir de la valeur à nos recherches, ça date pas d'hier. Et c'est ce qu'en 89, Stephen King, pas l'auteur, mais le marketeur, qui est juste ici, appelle la recherche relevant. Il faut savoir que Stephen King, en 69, excusez-moi, en 69, il va créer le poste de planeur stratégique qui va devoir définir les objectifs, positionner la marque, faire les achats publicitaires et puis un peu vérifier cette stratégie. En 89, avec Stanley Pollitt, qui est un ami à lui et marketeur, ils vont aller plus loin dans le poste de planeur stratégique et ils vont dire que le planeur stratégique, avant de mettre en place sa stratégie, il va devoir mettre au cœur du processus publicitaire le point de vue du consommateur. Pollitt, il appelle ça la voix du consommateur. Et en fait, le planeur stratégique, ça va être une personne qui va s'appuyer sur des études et qui va en faire ressortir de la valeur pour pouvoir mettre en place une campagne publicitaire. Aujourd'hui, on appelle ça le data driven. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer un petit peu par rapport à ce schéma. On retrouve ici acquisition, fidélisation, comme on a pu voir sur notre chaîne de valeur. Pour vous faire simple, on va donner à notre IA énormément de data. Et elle, ça va se passer ici. Elle va en faire ressortir des idées sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour mettre en place notre stratégie publicitaire. Elle va nous faire ressortir ce qu'on appelle des insights. Et alors, les GAFA ont bien compris l'enjeu d'avoir une telle IA qui nous permet d'être beaucoup plus pertinent, cohérent dans notre stratégie. On a Apple qui a été précurseur à acheter une start-up et aujourd'hui, c'est très clairement Google qui en possède 14. L'insight, au final, c'est quoi? Je vous ai mis la définition du marketing, du marketeur, pardon, qui est la bible un petit peu du marketing. Mais pour nous, au fur et à mesure de nos recherches, on s'est dit que l'insight, c'était vraiment le moment où on allait pouvoir choper notre consommateur, où il va se dire, bah oui, j'ai besoin de ça, ou mais oui, c'est ça qu'il me fallait. Et on va s'appuyer là-dessus. On va retracer ensemble les insights à partir du cas de Renault. Alors, il faut savoir qu'au début, Renault, il faisait ses publicités en interne.
là, on est sur ces toutes premières campagnes de publicité et on est marketing 1.0, très clairement, focus produit, on ne voit que la requête. En 63, Renault il va faire appel à Publicis, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est Publicis qui s'occupe de ces campagnes. On a l'époque des 30 glorieuses, baby boom, libération de la femme, congé payé. Et Renault, il s'en sert. On développe un argumentaire, vous verrez plus ça aujourd'hui sur notre publicité. On a ici, sur celle-ci, il est marqué « Elle est belle, elle sait s'habiller comme une Parisienne ». Marketing 2.0, on est focus consommateur, on s'adresse à lui, on l'a compris. On a typiquement la famille qui va partir avec sa Renault 4 grâce à ses congés payés en vacances. Et voilà, ça c'est pour les 30 glorieuses. En 1924, il y a à peu près 20% de la population qui possède une voiture. En 68, on est à 54%. Et Renault, dans les années 70, il y a une Renault pour chaque budget ou pour chaque besoin. Même notre prof qui peut s'acheter une Renault, elle n'est pas encore trop chère. Il va plus loin. Il vous explique même 6 façons d'utiliser la berline 16 et il vous dit il ne manque rien à la berline, rien de ce que vous exigez. On s'est bien intéressé à ce que voulait le consommateur. Dans les années 70, le consommateur il a besoin d'espace et on lui en donne. Aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de cerner un insight encore plus fort et encore plus personnel. Pour l'histoire, Publicis il a créé ce qu'on appelle un loft. C'est une sorte d'agence dans laquelle il va réunir des talents internes et surtout externes. Et ces talents, ils vont recevoir chaque jour une note issue de l'IA sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour faire émerger des dizaines d'idées. Et la campagne Take the Alternative Road, c'est la première campagne qui a été sortie par Publicis via le loft. L'insight ici, c'est de se dire que le crossover, c'est un mode de vie à part entière. Et que parfois, on a des petits tracas dans la vie, mais qu'emprunter un chemin différent, ça peut nous permettre de nous en enrichir. Je vous laisse découvrir ça. I'm sorry. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent some days. Et sur le même modèle, on a une autre campagne de Renault qui s'appelle Easy Life. Les insights viennent du public, ils ont encore utilisé l'IA et elle a été déclinée en fonction justement de ces insights. Je vous laisse la découvrir, excusez-moi. Oh, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos dans ce style sur YouTube. Alors, les entreprises, elles ont bien compris ça. Et on a Amazon qui a carrément développé une filiale qui s'appelle Amazon Insight. Je vous laisse l'expliquer. Using the AMZ Insight, Amazon Market Research Software, your all-in-one solution professionally built for Amazon sellers. Find estimated sales and revenue with top-selling products in a niche by simply putting your keyword in Niche Analyzer tool. Start tracking the competition by adding competitors' products and keep an eye on their behavior to adjust your strategy. Set your product's review tracking to find negative reviews and contact them immediately to improve your customers' experience. AMZ Insight offers browser extension for Google Chrome to directly analyze a market segment in the Amazon store. That's not all. We are continuously adding more and more features to give you plenty of time to focus more on other aspects of your business. To learn more about AMZ Insight, browse through our website and subscribe to our newsletter. Et l'IA a permis de sauver quelques campagnes, notamment pour Smirnoff. En fait, Smirnoff, il cherchait à connaître l'opinion des Américains, de leur centre d'intérêt. Et ils ont fait appel à l'acteur Digimine. Et grâce à ces recherches, ils se sont rendus compte que le sujet de la Russie, c'était un sujet qui était très controversé, notamment par rapport à Trump. Et que les Américains pensaient que Smirnoff était fabriqué en Russie. Ils se sont dit petit souci. Et ils ont adapté leur communication
Made in America, mais nous serions heureux de parler de nos liens avec la Russie sous serment. Et ils ont fait un buzz sur Internet parce qu'après cette campagne, ils ont été mentionnés entre 5 et 10 fois plus. Pour finir, on a Netflix, pardon, qui a utilisé l'IA pour s'implanter en France. Ils ont sorti une campagne à base de GIF, je vais y arriver, je vous ai tweeté la vidéo complète. Et ils ont décliné une campagne qui est 100% digitale et interactive. Ils ont mis 2000 panneaux numériques un petit peu partout. Et les GIFs s'adaptaient en fonction de la météo, de l'actualité ou de la journée. Et ça a plutôt bien marché, mettant en avant les habitudes des Français dans leur campagne. Alors, comme on peut le voir, Netflix utilise la segmentation pour essayer de toucher le maximum de gens possible. Alors, la segmentation, c'est un concept du marketing qui est apparu en 1940, grâce notamment avec l'avènement de la publicité radio et télévision. Elle a connu son réel essor dans les années 2000 avec l'apparition d'Internet, car il y avait de plus en plus de données disponibles à traiter. La segmentation, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de classer ces consommateurs par centre d'intérêt ou par critères géographiques, que ce soit le sexe, l'âge. C'est vraiment de regrouper chaque consommateur dans un segment afin de pouvoir analyser toutes leurs habitudes et leurs besoins. S'ensuit le ciblage que va faire l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont pousser un segment par eux-mêmes pour leur campagne marketing, pour les personnes qui seront le plus susceptibles d'amener le meilleur taux de conversion par rapport à la campagne. Et on peut observer aujourd'hui que ces concepts sont en train de muter grâce à l'avènement notamment du machine learning, qui sera expliqué un petit peu plus tard. Et il est désormais possible de cibler uniquement les personnes qui seraient intéressées par le produit ou par la campagne pour avoir le maximum de taux de conversion possible et enlever toutes les personnes qui seraient susceptibles de ne pas être intéressées par la campagne. Il y a notamment des entreprises comme Voyage SNCF, Cdiscount ou encore Lacoste qui utilisent ce genre de solution. Mais alors, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle apparaît maintenant dans le marketing? C'est-à-dire qu'il y a une nette amélioration sur tous les travaux sur les algorithmes, que ce soit le machine learning qui sera expliqué juste après, ou encore le deep learning qui sera expliqué un petit peu plus tard. Il y a une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau humain grâce à beaucoup d'études des chercheurs qui travaillent tous les jours sur la compréhension du cerveau humain. Donc, il est possible de retracer le réseau neuronal pour ainsi l'intégrer dans une machine. Il y a beaucoup plus de données disponibles grâce au big data. Oui. C'est quoi un réseau neuronal? C'est comment fonctionnent nos neurones, les interconnexions pour réussir à faire une action ou à comprendre quelque chose. Et donc, par rapport à l'IA, comment ça se traduit? Ça se traduit notamment avec les puissances de données grâce aux puces qu'on va intégrer et qui sont de plus en plus petites, mais également de ce fait de moins en moins chères et de plus en plus performantes. Okay. Ce que je veux exprimer, ce que je veux savoir en fait, c'est pourquoi finalement dans l'IA on reproduit un schéma neuronal. On reproduit un schéma neuronal car on veut que la machine puisse se comporter un petit peu comme l'être humain et automatiser des tâches. Il y a d'énormes investissements dans le secteur privé, que ce soit par les GAFAM ou encore les DATX, mais également dans les banques. On voit ça apparaître fréquemment comme SoftBank ou encore la Société Générale. Et le secteur privé est notamment très massivement soutenu par les gouvernements, que ce soit la Chine ou les États-Unis. Et ça se traduit comment par exemple par la Société Générale? C'est un cas qui sera démontré après. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que le machine learning? Le machine learning est une technologie d'intelligence artificielle permettant aux ordinateurs d'apprendre sans avoir été programmés à cet effet. Pour apprendre et se développer, les ordinateurs ont toutefois besoin de données à analyser et sur lesquelles s'entraîner. De ce fait, le big data est l'essence du machine learning. Plus un système machine learning reçoit de données, plus il apprend et plus il devient précis. Les premiers algorithmes de machine learning ont été créés à la fin des années 50. Le machine learning est ainsi à la base des algorithmes d'optimisation publicitaire ou des moteurs de recommandation de produits. Ceux-ci se basent notamment sur leurs historiques d'action et résultats pour apprendre et enfin optimiser les créations de campagnes
ou les recommandations. Merci beaucoup, Mia. Et voici une solution, la solution TinyCluse qui automatise la segmentation et le ciblage pour les entreprises. Jack est déprimé. Ses clients ne réagissent plus à ses campagnes marketing. Rien bien étonnant, ils sont bombardés d'offres promotionnelles inintéressantes et croulent sous les sollicitations de toujours. Bien sûr, il a mis en place des techniques classiques, comme les triggers, les recommandations de produits et les balances sur les paniers abandonnés. Ça marche plutôt bien, mais cela ne concerne qu'une toute petite partie de sa base de données clients, celle qui est active sur son site. Jack est frustré. Il a tant de choses à prendre en compte. Il se dit qu'il doit y avoir un moyen de mieux tirer parti de toute la valeur de sa base de données clients. Pendant ce temps, Laura, elle, passe plutôt une bonne journée. Elle utilise TinyCluse, une solution marketing AI First basée sur l'intelligence artificielle qui aide les marketeurs B2C à identifier les futurs acheteurs pour chaque produit ou offre. Laura peut promouvoir tout ce qu'elle veut. Elle vise dans les mille à chaque fois. Et tout cela en quelques clics. Elle peut planifier et déclencher plusieurs campagnes en même temps. Et ses clients ne recevront que les offres qui les intéressent vraiment. Laura a un agenda marketing omnicanal à recharger. Communiquer sur les nouveautés, les produits phares, les produits de niche, les nouvelles tendances, les produits sur stock, les offres spéciales. Waouh! Non seulement elle se fait entendre des brouhaha permanents, mais surtout, elle peut envoyer un nombre bien plus important de campagnes marketing simultanément et laisser place à sa créativité. Le résultat, un chiffre d'affaires des campagnes en forte hausse et une bien meilleure expérience client. Tout cela grâce à TinyCluse. Alors évidemment, le patron de Laura est ravi aussi. Comment ça marche? Grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, la solution de TinyCluse tire profit de l'ensemble des données clients disponibles pour capter les signaux faibles des TinyCluse et vous permet d'identifier l'audience la plus pertinente pour chaque offre. Pour résumer, TinyCluse détecte dans votre base les clients qui sont le plus susceptibles d'acheter un produit juste après chaque campagne. En plus, la plateforme se connecte facilement à vos outils de gestion de campagne déjà en place. Alors, on peut observer qu'avec TinyCluse, les entreprises, en moyenne, sur 500 campagnes, sur 100 campagnes, on a observé une hausse de 43% de taux de conversion sur les campagnes marketing ou des campagnes emailing, notamment avec SNCF qui a vu son taux d'efficacité de sa campagne marketing augmenter de 115%, ou encore Rakuten qui a augmenté de 53% son taux d'ouverture d'email. Il y a notamment sur Twitter d'autres... Donc là, je fais bien mon travail. Mais qu'en est-il de ce que l'on dit à nos clients? Eh bien, ce qu'on dit à nos clients, ça passe par du contenu. Donc, on le sait, le contenu est un vrai sujet de discussion. Il est partout présent sur le web. Et donc, on va voir comment on peut le créer avec l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, je vais vous parler de Lexus, qui, l'année dernière, a sorti une publicité entièrement créée par une intelligence artificielle. En fait, ces deux agences, Joint Partnership et Visual Voice, qui ont travaillé avec IBM Watson. IBM Watson, c'est l'intelligence artificielle d'IBM. Et ils l'ont alimenté de tout un tas de data, notamment des anciennes publicités automobiles. Et ça a donné donc, une publicité entièrement écrite par une intelligence artificielle. On va la découvrir. Il faut savoir que Lexus a voulu avant tout montrer le côté de l'avancée technologique pour se démarquer et que le scénario qui a été écrit par l'intelligence artificielle a été réalisé par un célèbre réalisateur de court-métrage qui s'appelle Kevin MacDonald et qui a réalisé près de 98% de ce qui avait été écrit par cette intelligence. Nous allons maintenant voir un autre exemple, cette fois-ci dans la presse, avec Heliograph. Donc Heliograph, c'est une intelligence artificielle qui a été développée par le Washington Post et dans un premier temps, ils lui ont assigné des tâches au niveau des Jeux Olympiques de Rio.
Ça consistait à faire la rédaction d'articles et la rédaction de tweets. Donc ça s'est super bien passé. Et étant donné qu'ils étaient contents des résultats, ils ont élargi son champ d'action et ils lui ont assigné des missions un peu plus importantes, comme la présidentielle des États-Unis qui a eu lieu en 2016. Là, ça consistait plus à faire de l'analyse et à recueillir l'opinion publique. Et par la suite, ils lui ont donné comme poste la rédaction d'articles et la gestion de tweets au niveau d'une équipe de football américain, d'une équipe de football américaine. Et depuis, elle travaille dessus. Il faut savoir que Le Graphe, en un an, a réussi à écrire plus de 850 articles, ce qui est quand même pas mal. En termes de business, c'est vraiment très intéressant puisque une intelligence capable d'écrire du contenu de qualité et de façon régulière, ça peut remplacer et ça peut aider notamment des groupes de presse dans leur publication. Je vais maintenant vous présenter l'intelligence artificielle au service des sites web. Je vais vous présenter donc un outil qui permet de créer un site web grâce à une caméra et une personne qui va dessiner le croquis de la caméra, dessiner le croquis du site web. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est vraiment très intéressant puisque au final, ça ne nécessite pas d'avoir des compétences en code particulières. Il faut juste savoir comment se construire un site web, donc avec l'entête, le menu et puis toutes les dispositions. Et ça peut être très intéressant pour les e-commerçants ou pour les sites vitrines. Nous allons maintenant passer à la traduction en temps réel. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de YouTube qui a sorti son service de traduction pour ses lives. Lorsque l'on diffuse du contenu en live sur YouTube, on peut le traduire automatiquement en sélectionnant l'option. Et puis, la personne qui fait son live a automatiquement la traduction. Et ensuite, Google qui a sorti qui a amélioré son service de traduction avec les Google Pixel Buds. Ce sont des oreillettes en fait qu'on met. Elles ont un micro et bien sûr on peut écouter avec. Et elles ont la particularité de traduire en temps réel. C'est-à-dire que je vais pouvoir parler avec un anglais. L'anglais va mettre les oreillettes et va pouvoir comprendre ce que je dis parce que ça va faire la traduction en temps réel. Ça permet de pouvoir avoir des discussions avec des gens qui ne parlent pas forcément la même langue. Et en termes de business, c'est aussi très intéressant, notamment au niveau du service après-vente. Enfin, je vais vous parler de l'API Microsoft. On a pour la plupart d'entre nous pu le découvrir l'année dernière avec le Salon Expérience 18. Ça consiste à traduire dans les conférences le discours de la personne qui parle. Comme on a pu le voir, c'est un outil qui fonctionne, maintenant qui est encore perfectible. Il y a quelques petites erreurs parfois, et ça peut être parfois assez comique. Petite photo. Il n'était pas placé. Et donc, c'est bien de pouvoir créer du contenu, mais aussi encore pouvoir le publier. Tout à fait, parce qu'on est plus autant des fiers de rue. Il faut savoir que c'est en 1842 qu'on a vraiment parlé de la publicité comme le moyen de faire connaître une marque et de pousser les consommateurs à l'acquérir. La première publicité automobile, excusez-moi, pas du tout. Donc du coup, c'est ça qui nous intéresse. Et les formats, ils ont évolué au fur et à mesure des années. On a vu en 1922 apparaître la radio. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était la télé. En 1972, les Français avaient un ordinateur chez eux. Et le téléphone portable est arrivé dans les années 95 et il s'est vraiment démocratisé dans le monde entier dans les années 2000. Je prends une photo. Et l'apparition de ces nouveaux supports, ça a créé des opportunités pour le marketing, forcément. Et les budgets publicitaires, ils ont aussi évolué. On voit que le cinéma ne fait quasiment plus partie des budgets publicitaires, alors que ça a été un média extrêmement utilisé à l'époque. Et qu'en seulement 3 ans, on a le digital qui a dépassé la télévision. Ça, c'est la toute première publicité automobile. Elle est apparue en 1898 dans un journal britannique. Et aujourd'hui, on a carrément Audi qui est capable de développer un site et de rendre une bannière interactive. Si vous conduisez le volant, vous avez tout le site qui
se déplacent en même temps. À la fin de la masterclass, on vous mettra à disposition des ordinateurs pour tester des types de bannières interactives. Et l'IA, ça nous permet, c'est spécialement pour toi, ça. L'IA, ça nous permet aussi de pouvoir hyper cibler nos campagnes, et Hit24 sont des services. Il faut savoir que le porno, ça représente 30% du trafic web, et que ça a un coût d'impression 10 fois inférieur à celui des sites classiques. Et Hit24, il a décliné, je ne vais pas le traduire, je vous laisse traduire, mais il a décliné ce concept sur... Coupez les caméras. Et ils ont eu énormément de ROI. Ils ont 90% des clics, c'était des visiteurs qui visitaient pour la première fois Hit24. Il y a un taux de rétention 4 fois supérieur à celui des Facebook Ads, et ça a généré énormément de page ventes, notamment sur Twitter. C'est pas tout. Tu vas peut-être un petit peu trop vite. Exactement. Il faut savoir que la première bannière publicitaire est apparue en 1994 à la KPMG aux États-Unis. En France, elle est apparue en 1996 et c'était la première bannière interactive. La promesse, envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne sur le bon média. Les annonceurs passaient par des agences médias qui se mettaient en relation avec des réseaux de sites. Donc on pouvait toucher alors une large cible, mais aussi une audience non concernée. Aujourd'hui, grâce au programmatique, cela a évolué. Aujourd'hui, les annonceurs se positionnent sur une desk, donc qui eux-mêmes se positionnent sur une DSP, une plateforme de demande, qui se met en relation avec une SSP, une plateforme de vente, où se trouvent les éditeurs. Cela permet d'acheter un emplacement ciblé sur un type d'audience précis. Là, on cible l'individu et puis un groupe d'individus. Pour aller plus en détail, il faut savoir que l'IA aujourd'hui intervient sur les circuits programmatiques en amont et en aval. Si vous regardez ce schéma, au niveau de la DMP, c'est une plateforme de qualification d'audience. C'est là où vous collectez vos datas internes et externes. Ce qu'on appelle les datas internes, c'est les datas first party, vous collectez par rapport au CRM. Par rapport aux datas externes, c'est les datas seconde partie, les partenaires, third party, les acteurs tiers, qui identifient notre cible grâce aux cookies. Donc cela permet un ciblage très très fin. Donc, ça se positionne dans l'ordinateur d'une personne et qui permet de pouvoir le pister. Une sorte de tracker. Ensuite, si vous prenez, donc, si vous regardez en haut à droite, il y a ce qu'on appelle le RTB, le Real Time Building. C'est là où les enchères se font en temps réel sur votre ciblage. Je vais vous montrer deux vidéos qui vous expliquent plus en détail ce que c'est que la DMP et la RTB. Et on va commencer par la DMP. À l'ère du marketing digital, l'objectif des marques est toujours le même, diffuser le bon message à la bonne personne, au bon moment. Les données sont la clé du succès. Pour y parvenir, il est indispensable en formant une source online et offline. C'est là que la DMP, ou Data Management Platform, entre en scène. La DMP permet aux marques de centraliser leurs données marketing pour pouvoir planifier et automatiser leurs campagnes publicitaires. La DMP permet de diffuser des publicités en multicanal, email ou bannière, sur ordinateur, tablette ou mobile. Elle permet aux marques de gérer finement la pression publicitaire auprès de leurs clients et prospects. Chaque internaute ciblé reçoit en temps réel un message personnalisé défini par les algorithmes avancés intégrés dans la DMP. En collectant sans cesse de nouvelles données, la DMP permet aux marques d'améliorer en permanence la connaissance de leurs clients et prospects afin de se constituer un capital data sur le long terme. En bref, la DMP permet enfin d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Magazine. Maintenant, vous allez voir ce que c'est que le RTB. De retour en 2002, les annonceurs publiaient des publicités sur des sites internet ou des journaux. Ils achetaient des bannières en haut d'une page spécifique en espérant attirer l'attention du public ciblé et une prière pour que quelques clics puissent être effectués. Maintenant, il y a le real-time bidding ou enchères en temps réel. Les annonceurs qui utilisent le RTB paient seulement pour les impressions qu'ils veulent au prix qu'ils choisissent et tout cela se fait automatiquement en temps réel, avec plusieurs acheteurs en même temps qui convoitent des impressions dans une horloge sur des millions de sites. Le condensé de technologie à une vitesse à vous couper le souffle analyse des milliards d'impressions de publicité par jour. En déterminant quel internaute cliquera sur quoi et où, une plateforme analysera la suite de ses habitudes pendant qu'il sera sur Internet. Notre moteur RTB
programme plus de 200 000 décisions à la seconde et analyse ainsi plus de 200 paramètres par utilisateur en 10 millisecondes par décision. C'est l'art de montrer les bonnes annonces aux bonnes personnes qui regardent les réactions des utilisateurs avec un algorithme pour évaluer la stratégie et modifier les résultats des modifications et recommencer pour faire encore mieux. Grâce à cela, nous mesurons une efficacité de 420%, ce qui est mieux qu'auparavant, et nous comparons sans cesse les publicités avec un public qui y correspond, et ainsi satisfaire un grand auditoire. Maintenant, nous identifions et isolons seuls les clients qui correspondent aux produits et services, et c'est ce que veut un annonceur aujourd'hui. Donc on est passé donc d'une communication de mass média à une communication ultra personnalisée. Pour une vidéo programmatique, c'était assez simple, il suffisait d'appuyer sur un bouton et vous aviez un très bon tout-clic. Aujourd'hui, cela s'est complexifié, notamment donc, avec les briefs annonceurs qu'il y a de multiples KPI qui sont devenus de plus en plus complexes. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui,